Salut les baroudeurs. Je viens de passer 3 semaines en Slovénie, dans la forêt, faire une retraite spirituelle. Et puis là, je suis sur la route et puis je me suis arrêté au nord de l'Autriche. J'avais prévu le coup, je me suis dit au cas où, j'emmène le canoë. Et donc j'ai trouvé un lac, j'hésitais entre deux et puis celui-ci était plus facile pour la mise à l'eau. Le premier que j'avais trouvé était un peu plus joli, mais par contre le seul point d'accès, comme c'était coincé entre les montagnes, un peu comme ici, le seul point d'accès était vraiment à la pointe du lac et tout était privatisé. Et il n'y avait pas de parking qui me permettait de laisser la voiture pour la nuit, donc je me suis rabattu sur ce lac qui est tout aussi bien, un peu différent évidemment, mais tout aussi bien. Et donc là le plan c'est d'aller voir ce bout de forêt là, et puis un peu derrière, qui est censé être mon point d'arrivée pour passer la nuit, parce que c'est le seul bout de forêt en fait dans lequel je peux bivouaquer, qui n'est pas privatisé. Et parce que, je ne sais pas si vous le voyez un peu à l'image, tout autour là il y a une route qui fait le tour du lac, construite sur des plots en béton. Et puis ça descend super raide, donc il n'y a pas possibilité vraiment de bivouaquer sur la bande d'arbres entre le lac et la route. Et puis là derrière moi, voilà, c'est la ville, pas celle d'où je viens, enfin je suis passé par là et puis je viens d'une autre à l'extrémité du lac. Et puis de ce côté-ci, il n'y a pas de route, il y a une voie ferrée, mais je ne sais pas si elle passe pas dans un tunnel à ce niveau-là. Et donc il faut que je vois si je peux débarquer ici. Et si je peux pas, à ce moment-là, il faut que je fasse demi-tour. Je me suis dépêché un peu, et parce que là le soleil, je pense d'ici une demi-heure, une bonne demi-heure, va passer derrière les montagnes, et puis ça va commencer à s'assombrir. Et donc j'ai juste le temps de faire demi-tour et puis annuler le bivouac si je trouve pas de quoi débarquer, puisque voilà, c'est bivouac entre guillemets improvisé, planifié uniquement sur Google Satellite et puis autres cartes. Donc j'ai trouvé aucun témoignage, enfin j'ai même pas cherché de témoignages de gens qui auraient fait ça, qui auraient bivouaqué dans le coin. Donc c'est vraiment improvisé. J'avais prévu dans les premières, la première, parce que j'ai uploadé pour l'instant qu'une seule vidéo de canoë sur les lacs dans le nord de l'Allemagne. Dans cette vidéo, j'avais pas de gilet de flottaison, et puis j'avais pas non plus de combinaison ni quoi que ce soit. Là on est fin février, les montagnes sont enneigées, et encore que ici ça a bien fondu. Pas si loin derrière, les stations de ski sont ouvertes. Donc autant dire que l'eau est bien froide. Et puis également voilà, une fois que le soleil se couche, etc. Et j'avais pas idée des températures. Donc j'avais prévu le coup, là je suis équipé tout en néoprène. Donc j'ai la veste là en 2 mm qui me permet d'avoir de la souplesse au niveau des bras, et puis un pantalon qui remonte ici là en 3 mm, donc au niveau du torse ça me fait 5 mm, plus le gilet d'aide à la flottaison, donc de quoi parer à une éventuelle chute à l'eau, et puis aux températures beaucoup plus froides que je peux rencontrer le matin ou le soir une fois que le soleil passe derrière les montagnes, et puis selon les conditions météo. Et c'est pour ça que là, avec un rayon de soleil sur l'eau, et puis là je sais pas, ça va faire 2 heures que je pagaie, du coup je suis en nage quoi. J'ai ouvert les trucs là, mais néoprène, on transpire à fond dedans. À la base c'est plutôt fait pour être dans l'eau qu'à l'extérieur, mais c'était soit ça ou soit la combinaison sèche. Et puis combinaison sèche, c'est minimum, strict minimum 700 € quoi, pour une bonne combinaison. Après il faut aller chercher au-dessus de 1000 €, donc là c'était hors de question. Donc c'était néoprène ou bien pas de sortie hivernale quoi. Et puis j'avais vraiment envie d'une sortie bivouac canoë hivernale en montagne, puisque j'avais fait la Suède, et puis donc le coin où j'étais, voilà, la Suède, on a un peu de montagne dans le nord, à la frontière norvégienne, autrement c'est plat. Et puis le nord de l'Allemagne évidemment c'est plat également, et donc j'avais envie de me retrouver sur l'eau, voilà, avec ce paysage là de belles montagnes enneigées. J'en profite, un petit mot sur le néoprène.
pourquoi il ne faut pas avoir peur de s'équiper en néoprène. C'est la première raison de décès en canoë et en kayak. C'est pas la noyade, c'est l'hypothermie. Donc même parfois, il n'y a même pas besoin d'être en hiver. Hein. Si on est simplement au printemps ou en automne, avec des températures bien froides, en fonction de l'endroit où on tombe, on peut être amené à passer énormément de temps d'abord dans l'eau et puis ensuite également même en remontant dans le canot. Si il nous faut un certain temps, 10 minutes mettons pour rejoindre la rive, eh bien 10 minutes trempées avec de l'eau même à 5, 6, 7 degrés pour peu qu'il y ait du vent, puisqu'en général quand on tombe de canot, à moins de vraiment faire une fausse manip et puis de tomber malencontreusement, mais autrement si on tombe, voilà, je sais pas, c'est parce qu'il y a soit des conditions météo dégradées qui font qu'on se prend une vague de flanc et puis qu'on perd l'équilibre, ou voilà ce genre de situation, ou bien le canot qui est déchiré en dessous, éventuellement sur ce genre de canot si on n'a pas un canot en dur. Mais même voilà, si dans l'éventualité où on peut remonter dans le canot parce qu'on s'est pris une trop grosse vague ou quelque chose comme ça qui est passé par-dessus bord, on a perdu l'équilibre, bah, si on passe encore 10-15 minutes en plein vent alors qu'on est déjà trempé avec de l'eau à 5-6 degrés, 10 minutes c'est suffisant pour crever d'hypothermie, quoi, parce que ça n'arrive pas d'un coup, ça arrive progressivement, et dans les effets de l'hypothermie, on perd la motricité des membres. Ça commence évidemment par les mains, les doigts de pied, etc. Et puis les bras s'engourdissent et puis les jambes s'engourdissent. Donc si on reste à l'eau et puis qu'on est comme ici sur de l'eau, de la neige fondue, etc., on peut se retrouver à un moment donné à être en difficulté, ne serait-ce que pour nager dans l'eau. Et puis si on est sur le canoë, à un moment donné, même pour ramer, une fois qu'on sent plus ses mains, que les doigts ne bougent plus, etc., voilà, ça peut devenir extrêmement compliqué. Et donc même en arrivant sur la rive, ensuite, voilà, si on a en plus son sac avec soi pour allumer un feu ou se sécher, etc., on peut se trouver incapable, en fait, ne serait-ce que d'ouvrir son sac, d'attraper la fermeture éclair pour l'ouvrir. Si nos doigts sont complètement bloqués par le froid, une fermeture éclair, c'est vraiment extrêmement difficile à ouvrir. Donc en fait on peut encore passer 10 minutes à terre avant de vraiment voilà, enlever toutes nos affaires et puis sortir la serviette et pouvoir effectivement se sécher. Et donc un quart d'heure, 20 minutes, voilà, c'est trop tard. Hein. Le corps s'arrête, on perd connaissance d'abord, mais il n'y a pas, voilà, le temps de se remettre d'aplomb, quoi. Donc ça c'est vraiment un truc, vaut mieux l'acheter pour rien et le mettre pour rien plutôt que prendre le risque de ne pas l'avoir dans des situations où voilà, potentiellement ça pourrait nous sauver la vie, quoi. J'ai regardé le petit bout de forêt, en fin de compte, sur la partie plus abordable, il y a des panneaux partout pour dire de ne pas aborder, etc. Entre guillemets, réserve naturelle, quoi. C'est pas une réserve officielle parce que, en tout cas, c'était pas marqué sur la carte. Et puis, il y a pas les panneaux n'ont pas l'air, ne sont pas écrits d'une manière voilà, qui laisse penser que c'est un truc vraiment officiel, mais simplement voilà, pour préserver la nature. Comme en été, à mon avis, il y a énormément de monde sur le lac. Là où j'ai embarqué, il y a une société de location de canots qui est fermée parce que c'est l'hiver, mais du coup en été, il doit y avoir des canoës partout ici. Et donc pour préserver cet espace, il est interdit. Et donc voilà, j'ai pas voulu passer outre. Et puis ensuite, à l'extrémité du lac, il y avait une petite possibilité, mais il y a un autre village avec des espèces de chalets, vacances, etc., où il y a du monde, et donc j'ai pas voulu risquer d'être dérangé. C'était un peu à l'étroit tout de même, ces petits groupes d'arbres au bord de l'eau. Et puis surtout, il me fallait peut-être une petite heure encore pour les atteindre, et puis analyser un peu la rive. Et en prenant cette petite heure, ça ne me laissait pas assez de temps pour revenir au parking. Donc ensuite, voilà, si jamais ça ne le faisait pas, j'étais forcé de passer la nuit sur l'un de ces deux endroits. Donc finalement, décision est prise de retourner
au parking où j'ai embarqué. Là, a priori, j'ai encore le temps, je vais arriver de nuit, je pense, mais là, je passe le petit éperon à droite, et puis ensuite, plutôt que couper dans la largeur, je vais couper vraiment en diagonale, en longue distance, comme l'eau est super plate, pour pas perdre de temps à me faire la distance, à me faire la largeur du lac. Donc là voilà, on a ces petits panneaux blancs. J'arrive pas à le voir à l'écran là, mais il y a deux panneaux blancs là encore qui indiquent qu'il est interdit de s'arrêter. Il y a un chemin qui passe, il y a une cabane derrière, mais voilà, en tout cas pour préserver les rives. Cette promenade du coup, puisque je ne m'arrête pas pour la nuit, j'avais changé de pagaie, puisque les pagaies que j'avais lors des 2 précédentes aventures en canoë, c'est les pagaies standards de base que j'avais acheté avec le canoë d'occasion. Et puis c'est les pagaies, en un sens elles ont un avantage parce que le tube est traversant, donc il va jusqu'au bout. Donc quand on débute, c'est vraiment des pagaies où on peut s'appuyer dessus. Ou si on fait un peu voilà, de la rivière caillouteuse et tout, on peut se repousser un obstacle avec. Et il n'y a pas de risque que la pale casse. Celle-ci, je ne sais pas jusqu'à où ça va, mais elles sont un peu plus même beaucoup plus profilées comparativement à celles que j'avais auparavant, puis elles sont un peu incurvées en cuillère, donc il y a une meilleure prise d'eau, et puis surtout elles sont beaucoup plus aérodynamiques, je sais pas comment on dit pour la flotte, fluodynamique. Et du coup ça me permet de m'entraîner, je ne le faisais pas lors des 2 précédentes aventures là, mais de m'entraîner un peu aux différents coups de pagaie de base en canoë, le J-stroke et le Canadian stroke. Et puis une fois que j'arriverai déjà correctement ces deux-là, ensuite le Indian stroke, où la pagaie reste intégralement dans l'eau. Et avec les précédentes pagaies, du fait de ce tube, je sais pas, qui faisait 3 cm et demi ou 4 cm jusqu'à l'extrémité en fait, et puis qu'en plus que la pale n'était pas profilée, et ben du coup ça me freinait trop, j'arrivais pas à trouver l'équilibre entre quand je fais le J, que je reviens, et puis le moment où je pousse, j'arrivais pas à équilibrer les forces pour aller droit. Et là avec ces pagaies là, j'y arrive beaucoup mieux, donc je suis assez content de ça. Par contre, ouais, ça marche bien pour le J-stroke, mais pour le coup, je sais pas comment on dit en français, stroke, le coup de pagaie. Et donc avec cela, j'arrive bien le J-stroke, le coup de pagaie en J. Mais le coup canadien, en fait, j'ai remarqué, comme la pagaie doit rester plus longtemps dans l'eau et revenir plus en avant pour repartir, et ben du coup, à moins de faire un grand rond, mais du coup on n'est pas efficace. En principe, on doit rester beaucoup plus proche du bord. Et du coup, je mets à peu près 20 cm de tube dans l'eau, qui du coup vont me freiner beaucoup plus et puis font beaucoup plus de turbulence, beaucoup plus de bruit, etc. Donc c'est pas agréable et pas super efficace. Et donc je pense que ce genre de pagaie là, le J-stroke, ça passe quand les pagaies sont profilées. Et puis le Canadian stroke, il faut passer vraiment sur les pagaies traditionnelles, beaver tail et outer tail.
otter tail. Et de façon à avoir une longue pale et que ça soit profilé sur toute la longueur, et de cette façon-là on peut vraiment revenir en gardant la pale le long du canot. Donc si de toute façon ouais, j'aurai encore au moins je pense 2 projets dans les lacs au nord de l'Allemagne. Donc peut-être que je vais investir dans une de ces pagaies traditionnelles pour continuer de m'entraîner là-dessus. Et pour l'instant, ouais, je suis pas encore super habitué, donc j'y trouve pas forcément plus de confort qu'en faisant le coup traditionnel où on tourne le poignet dans le sens là pour faire un coup de gouvernail. D'autant plus que là, je peux revenir direct, ça ne me pose aucun problème. Après là, je suis pas assis correctement pour en principe ce coup de pagaie. On se met pas sur le siège, on se met plus sur le bord en diagonale. Donc du coup ça tord moins le poignet par là, on se retrouve un peu plus de face. Donc c'est quand même plus approprié d'être directement à genoux, un peu en diagonale sur le bord du canoë. Et donc que le canoë penche en fait. C'est de ce que j'ai vu, c'est tout à fait normal que le canoë penche d'un côté. Et ça c'est un truc qu'on voit jamais en fait. Donc et puis c'est assez sur le confort du G-stroke ou du Canadian stroke, ça fait quand même une grande différence d'être un peu comme ça en diagonale, et ça casse beaucoup moins le poignet, et du coup c'est beaucoup plus reposant comme ça quoi. Par contre en termes de vitesse, je vois pas par rapport au bon vieux coup de rame, j'arrive même plus à le faire là, comme ça ouais. Du coup, qu'on fait quand on débute quoi, mais du coup comme on vient chercher super loin devant, on met énormément de force et puis un petit coup de gouvernail à l'arrière, je dois dire que vraiment ça trace. Et pour le moment quand j'ai passé là-bas au bout, à un moment donné je me suis pris un petit peu de vent de face et je suis revenu sur ce coup là pour avancer quoi, parce qu'avec le G-stroke j'avançais mais c'était trop lent quoi. Donc je sais pas, je vais voir avec la pratique quand je m'améliore. Et puis je pense de toute façon après ce genre de coup de pagaie, il faut définitivement passer sur des pagaies traditionnelles pour être efficace.